Bonjour tout le monde, merci pour cette opportunité. Je vais vous présenter on va découvrir ensemble quelques colorations atypiques apparues chez des animaux sauvages et on va voir si ces colorations atypiques peuvent être considérées comme un indicateur d'isolement de population. Donc, c'est bon. Tout d'abord, on va voir que la coloration chez les animaux sauvages a un rôle de camouflage, de thermorégulation, communication, etc. Et elle donne un avantage adaptatif à ces animaux et elle est d'origine génétique héréditaire. Mais on a très peu d'informations sur les malformations qui peuvent toucher ces colorations, comme par exemple l'albinisme n'est rapporté que dans 2% des espèces appartenant à l'ordre de Rodentia. Donc, la fréquence de l'apparition de ces colorations atypiques peuvent être considérées comme un indicateur de changement environnemental. Aussi, certains facteurs peuvent augmenter la chance de l'apparition de ces colorations et elle est plus présente dans les populations petites isolées car la consanguinité va intensifier l'homozygotie et les allèles rares vont être plus exprimés dans ces populations. Donc, comment on peut avoir le maximum d'informations sur ces colorations atypiques à l'état sauvage? On a la méthode classique qui est le travail sur le terrain, donc par les pièges photos ou l'échantillonnage direct. Et on doit surtout bien distinguer les individus avec des colorations atypiques et les rapporter dans des revues scientifiques. Et cette littérature scientifique et autres documents va nous permettre de savoir les premières signalisations et l'origine génétique, le rôle écologique, etc. Et aussi, on a une autre méthode peu exploitée par les scientifiques que je vais vous montrer, qui est l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, on utilise les réseaux sociaux. Comment on va l'utiliser? On va surtout suivre les pages et les profils de collectionneurs, de chasseurs, de photographes naturalistes, etc. Et on va utiliser les photos qu'ils publient chaque jour car ils présentent une matière accessible, simple et précise. Donc, bien sûr, tout d'abord, avant d'utiliser ces matières, on doit bien citer l'auteur de ces photos et aussi, si c'est possible, demander l'autorisation. Donc, moi, j'ai pu collecter quelques exemples de coloration atypique à partir de cette méthode répartie sur toute l'Afrique du Nord. Donc, on va commencer avec une signalisation de cas de leucisme chez le hérisson des déserts et aussi un cas de mélanisme chez le hérisson d'Algérie. On a aussi pu observer une coloration leucitique et une coloration albinos chez le gondi d'Atlas en Tunisie. Une autre espèce qui vit dans les milieux rocheux, le gondi de Mazabi. On a pu observer une coloration mélanique et ce qui est intéressant que Patrick Gouat a pu observer la même mutation dans un autre endroit à l'intérieur de la Libye, ce qui montre que ces mutations arrivent assez souvent dans le milieu naturel. Donc aussi, les oiseaux peuvent avoir des aberrations dans la coloration. On voit bien que ici un corbeau brun atteint d'un couleur argenté, mais aussi des pseudo-albinismes chez le Ganga kata ou la chouette chevêche et un cas de lucisme chez le moineau espagnol. Donc aussi des espèces assez fréquentes et communes comme le loup d'Afrique du Nord peuvent avoir ces aberrations de couleur. Ici, on a plusieurs cas de mélanisme et de leucisme chez cette espèce et on voit bien que dans les photos, ils sont tous presque des animaux tués, ce qui nous donne une idée sur les populations d'où ces photos viennent. Et d'autres espèces assez communes comme le lièvre de Cap ou le renard roux peuvent avoir des colorations atypiques, mais aussi des espèces assez rares et peu connues, comme ici un cas de mélanisme chez la genette commune et notre cas de leucisme chez un porc-épic à crête capturé en Libye. Donc, aussi, les espèces dites apostigmatiques, ces espèces utilisent leur coloration
pour montrer à un prédateur potentiel qu'ils ne sont pas comestibles, peuvent avoir des aberrations dans leur coloration. Donc ici, on a un cas de pseudo-mélanisme et un autre cas d'un individu qui est assez clair. Et on voit que dans les deux cas, les stries caractéristiques de la souris de la Libye, elles ne sont pas visibles. Passons maintenant à la population relique de damas de roche qui existe au sud de l'Algérie. Donc, mes amis algériens ont pu photographier plusieurs individus de cette espèce atteinte de mélanisme. Et plus encore, et ce qui est intéressant, c'est que parfois, ils trouvent même tout un groupe constitué seulement par des spécimens de couleur noire mélanique, alors que dans d'autres cas, ils trouvent des colonies constituées seulement par des individus de couleur normale, ce qui montre que parfois ces colorations dites atypiques peuvent devenir la règle. Donc, ce qui nous mène à cette espèce qui est l'âne sauvage d'Afrique du Nord. On sait que malheureusement, la communauté scientifique considère l'âne sauvage d'Afrique du Nord comme étant éteint, mais quelques populations reliques existent encore au sud de l'Algérie. Et aussi, on a plusieurs populations d'ânes sauvages, d'ânes domestiques retournés à l'état sauvage. Et dans ces populations, on voit que l'apparition assez fréquente de colorations atypiques. Ce qui nous mène à poser la question, qu'est-ce qu'on va faire si ces colorations atypiques arrivent chez des individus sauvages de cette espèce? Comment on va identifier si ces animaux sont des animaux de type sauvage ou ils sont juste des animaux domestiques retournés à l'état sauvage? Donc, de cette petite échantillon de ces espèces seulement, on a pu constater que la plupart des signalisations appartiennent à des populations assez petites et isolées, quel que soit parce qu'ils sont rares et chassés, ou qu'ils sont habitats sélectifs, ou qu'ils sont d'une population relique. Mais ces colorations atypiques peuvent aussi apparaître chez des espèces assez fréquentes et communes, mais ces espèces aussi sont assez chassées. Donc, en conclusion, en Afrique du Nord, on a pu voir des colorations atypiques dans plusieurs espèces, plusieurs populations, et surtout amplifiées dans les populations isolées et réduites, quel que soit parce qu'elles sont chassées, à cause de la fragmentation de l'habitat, ou que le groupe fondateur est assez petit. Donc, on pose la question, est-ce que ça peut être un problème d'identification pour les espèces sauvages, comme on a vu pour l'âne sauvage, ou peut-être aussi le chat sauvage, et est-ce que ça peut être un problème pour les espèces réintroduites et rares qu'on veut protéger, comme le cas de l'autruche ou de l'oryx. Donc, on doit bien sûr plus étudier l'effet de l'augmentation de la fréquence des colorations atypiques dans les conditions naturelles, et aussi savoir qu'est-ce qu'on va faire si ce phénomène arrive chez des espèces réintroduites ou rares. Est-ce qu'on va éliminer ou peut-être isoler les individus avec des colorations atypiques pour maintenir le pattern de coloration original qu'on veut conserver, ou est-ce qu'on va laisser la sélection naturelle faire son travail? Et comme conclusion, est-ce qu'on va prendre les colorations atypiques et leur fréquence comme comme un indicateur d'un problème de isolation entre les populations. Et comme ça, peut-être, on peut anticiper une extinction. Et merci pour votre attention.